live. Une demande formelle des chefs d'État de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je voudrais me soumettre aujourd'hui au devoir qui incombe à tout gouvernement en place dans un pays démocratique de rendre compte sur ce qu'il fait au nom du peuple congolais. Dans le cadre de ces pourparlers, la République démocratique du Congo a pris une position qu'il importe de vous expliquer. La première chose à dire, c'est que pour éviter l'éternel retour à la case de départ, dans la spirale des violences récurrentes qui endeuillent les populations congolaises de l'Est de la République, le gouvernement s'en tient à quelques principes clairs dans les conclusions en gestation de ces pourparlers. Premièrement, les personnes qui ont participé à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement insurrectionnel ne sont pas éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie qui est réclamée par le M23 ou à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, il en est de même des auteurs présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment les meurtres de civils, les viols, les violences sexuelles, et des personnes responsables du recrutement d'enfants soldats, ainsi que des personnes impliquées dans la chaîne de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pillage de nos richesses. Troisièmement, le respect des principes de l'état de droit et de la volonté du souverain primaire qui s'est donné à travers les élections successives de 2006 et 2011 des institutions qui sont en charge du pays, nous dicte de ne rien accepter qui puisse remettre en cause les actes régulièrement pris par les dites institutions, notamment les décisions des institutions judiciaires et autres mesures disciplinaires prises par la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo à l'encontre de certains membres des dites forces armées. Quatrièmement, dans le but de se conformer à la dynamique amorcée dans les pourparlers de Kampala, particulièrement en matière de lutte contre l'impunité, dans tous les secteurs de la vie nationale, les personnes qui sont indexées par des sanctions nominatives de la communauté internationale, Conseil de sécurité, États-Unis d'Amérique, tout comme des personnes indexées pour violation des droits humains. Vous verrez à cet égard les dénonciations dont vous avez rendu compte du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ces personnes-là ne peuvent non plus, pour le gouvernement, être concernées par une loi d'amnistie ou une intégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Tel est, mesdames, messieurs, l'esprit dans lequel le gouvernement de la République démocratique du Congo participe ce jour au pourparlers de Kampala. Le docteur Crispus Chionga, ministre ougandais de la Défense et facilitateur de ces contacts, en a été dûment informé pour le compte de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Faisant suite à la demande de la facilitation ougandaise, soutenue par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Mme Mary Robinson, et par le représentant spécial du secrétaire général pour la RDC et chef de la MONUSCO, M. Martin Kobler, une liste d'une centaine de commandants, assimilés et hommes de troupes du M23, définitivement non éligibles à l'intégration au sein des forces armées et à l'amnistie, a été établie par le gouvernement. Une centaine de commandants assimilés et hommes de troupes sur un total estimé à plus ou moins 1700 personnes faisant partie de M23. Ces personnes, la centaine,
ainsi listés ont participé pour la plupart à plus d'une mutinerie ou mouvement insurrectionnel. Ce sont des récidivistes. La plupart d'entre elles ont été, avant leurs activités, au sein du M23, ou auparavant le CNDP, ou les deux à la fois. D'autres encore ont été actifs dans l'UPC, qui, comme vous le savez, avait sévi en Ituri, ou dans quelques autres groupes armés actifs à un moment donné au Kivu et dans le district de l'Ituri. Cette liste établie par notre gouvernement met en outre en lumière quelques 8 cas de fraude à la nationalité sur les 1700, dans le chef de quelques activistes du M23, jouissant d'une nationalité étrangère, certains ayant même appartenu à des forces armées régulières étrangères, alors que la loi congolaise consacre jusqu'à ce jour le principe de la nationalité unique et exclusive. Il s'agit de cas de fraude à la nationalité. Il va sans dire que tant que la Constitution congolaise n'aura pas permis le principe de la double nationalité, les personnes détentrices d'une autre nationalité ne peuvent prétendre à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Car la principale condition dans le protocole de recrutement des forces armées de la République démocratique du Congo pour en faire partie, c'est d'être congolais. Or, en l'état actuel de la loi, on ne peut être congolais et jouir dans le même temps d'une autre nationalité. Se trouve dans ce cas un ex-général, 2 ex-colonels, 3 ex-lieutenants-colonels et 2 ex-majors qui s'étaient infiltrés au sein de nos forces armées à la faveur des opérations dites de brassage et de mixage. La centaine des membres de la force négative M23, ainsi établie, comprend également des personnes jugées et condamnées par nos cours et tribunaux pour diverses activités criminelles. Il s'agit de 3 colonels, dont 1 condamné à la peine capitale et 2 à la perpétuité et qui sont tous en prison à Kinshasa, ainsi que 2 lieutenants-colonels, dont 1 s'est évadé d'une prison de Goma. Comme vous pouvez en convenir, ce serait un non-sens que d'intégrer des criminels condamnés par la justice congolaise au sein de l'armée congolaise. Le signal envoyé à l'opinion publique dans une telle éventualité serait désastreux, en ce qu'il contribuerait à cristalliser dans nos mentalités l'idée que le recours à la violence armée est un moyen légitime pour gérer des conflits d'intérêts. Par ailleurs, il vous souviendra que l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo avait radié des rangs de l'armée nationale un certain nombre d'officiers pour fait d'indiscipline. À l'évidence, aucune parmi les personnes concernées par cette décision de la haute hiérarchie militaire de notre pays n'est éligible à une réintégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il en est de même des personnes indexées par des sanctions nominatives de la communauté internationale. Experts, parfois même des criminels repentis, peuvent être mis à contribution à cet égard, mais jamais des voleurs ou des assassins encore actifs dans la délinquance ne seront invités à venir participer à un congrès sur la lutte contre la criminalité. Pourquoi, dans le cas d'espèce, les Congolais réunis en concertation nationale pour rechercher la paix à l'est de leur pays devraient-ils être contraints de faire appel ou y associer des forces négatives encore actives, c'est-à-dire non repenties? Il nous semble que la sagesse des nations recommande que les patriotes congolais qui sont actuellement en concertation nationale devraient élaborer au préalable entre eux l'approche méthodologique idoine pour l'encadrement des ainsi dites groupes armés actifs. Chez nous, on dit que
on ne commence pas par violer une femme pour la demander en mariage par la suite. C'est même un motif de refus. On n'associe pas non plus des violeurs à un séminaire consacré à la quête des solutions concernant les violences sexuelles. Il ne s'agit pas ici, mesdames, messieurs, de simple morale. Il s'agit de s'opposer à une présentation en blanc de la situation en évoquant uniquement des faits sans en nommer les protagonistes, les acteurs et les faire suivre par un jugement des hommes sur ce point. Nous n'avons aucune garantie par ailleurs qu'à l'issue des concertations où seraient associés des membres des forces négatives en activité, j'insiste, on mettrait définitivement fin au cycle des violences à l'Est. Si tel était le cas, croyez-moi, la République démocratique du Congo n'aurait plus été victime de rébellion à partir de mars 2009. Souvenez-vous, lorsque le schéma fut largement sollicité. Bien au contraire, on s'est rendu compte que même l'intégration des rebelles au sein du processus politique n'a pas donné les résultats escomptés, parce qu'il y a eu par la suite ce que nous connaissons aujourd'hui avec le M23. On me rétorquera non sans pertinence que nous, gouvernement, sommes pourtant déjà avec ceux qui sont désignés forces négatives encore actives à Kampala. Il est vrai que le gouvernement de la République a accepté d'ouvrir des pourparlers pour écouter le M23 à la demande de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais il s'agit ici de ne pas confondre les acteurs, la nature du conflit, les négociations, les enjeux, les problèmes et les objectifs de fond. À Kampala, mesdames, messieurs de la presse, il est question d'une recommandation des chefs d'État membres de la CIRGL pour régler un problème régional, mettre fin à une agression étrangère dont l'auteur est un pays membre de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la victime, la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 n'étant en fait qu'un instrument de cette agression. Alors qu'à Kinshasa, ce serait une négociation interne initiée par le chef de l'État pour rassembler les patriotes congolais de tous les horizons afin de sauver l'Est de leur pays agressé et martyrisé qui ferait l'objet d'une intrusion de la part de ceux qui sont à la base justement de ce martyre. Nous avons là deux niveaux qui ne doivent jamais être confondus. Le gouvernement est favorable à la participation des représentants d'anciens groupes armés, c'est-à-dire des groupes qui ont cessé de tuer, c'est-à-dire des groupes composés de repentis. Ils sont d'une très grande utilité pour la recherche des voies et moyens de la pacification. Les membres des groupes armés savent donc ainsi à quoi s'en tenir. En définitive, aussi séduisante soit-elle dans la forme, nous le reconnaissons, l'idée d'une participation de groupes armés encore actifs aux concertations nationales est une mauvaise chose pour le pays, car dans le fond, elle enverrait un signal désastreux, nous l'avons dit, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Ce serait un appel d'air, un appel à de nouvelles rébellions, car la démonstration aura été ainsi faite, le raccourci pour une participation à la vie politique et pour une carrière de choix au sein des FARDC passe par la prise d'armes et l'imposition des violences aux populations innocentes de la République démocratique du Congo. Un point de divers concerne le cas des faux documents de l'ANER qui ont été fabriqués par un acteur politique contre la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, vous rendiez compte, vous de la presse, d'une affaire honteuse, d'une pratique tout à fait inacceptable dans le chef d'un élu du peuple, d'une circonscription de la province du Bas-Congo. Député national d'opposition, cet élu s'est fait établir une fausse convocation de l'Agence nationale des renseignements, notre service d'intelligence, une convocation prétendument adressée à sa propre épouse,
au mois d'août 2013. Avec la complicité du responsable local de ce service de sécurité, l'honorable député voulait ainsi faciliter le séjour de cette dernière en Belgique, où elle se trouvait déjà par des fausses déclarations incriminant l'État congolais. Des informations supplémentaires de nos services renseignent par ailleurs